Bonjour, cette vidéo porte sur le bagging, la première stratégie de méthode d'ensemble qu'on va étudier. Alors l'objectif, je m'attends à ce que vous compreniez comment fonctionne le bagging et à ce que vous connaissiez et que vous compreniez certaines propriétés théoriques de cette stratégie. Alors, le bagging, c'est une stratégie qui a été popularisée par Leo Breiman. Le principal article là-dessus date de 1996. Vous pouvez aller lire l'article ou vous pouvez aussi regarder la section 8.7 du livre Elements of Statistical Learning pour bien comprendre le principe. Alors, bagging, ça vient de la contraction de deux termes, bootstrap et aggregation. Alors, bootstrap. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette technique-là, c'est une stratégie pour faire de l'estimation. C'est une stratégie dans laquelle on va échantillonner à l'intérieur de notre échantillon, on va rééchantillonner avec remise plusieurs fois pour aller estimer nos paramètres. C'est une stratégie qui fonctionne bien quand on a des échantillons un peu particuliers, des distributions difficiles à utiliser ou des estimateurs un peu compliqués. Donc, ça va nous permettre d'étudier les propriétés, par exemple, d'un estimateur. Si vous voulez plus d'informations sur cette stratégie-là, vous pouvez aller regarder brièvement la section 8.2 du livre Elements of Statistical Learning. Sinon, il y a un cours complet qui se donne là-dessus au département, qui est le cours de statistique computationnelle, où vous allez voir vraiment en détail toute cette stratégie-là et ses propriétés. Mais dans le cadre de ce cours-ci, ce que vous avez à retenir, c'est que un échantillon bootstrap, c'est un échantillon avec remise de notre échantillon original. Alors, bootstrap aggregation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein d'échantillons bootstrap à l'intérieur de notre échantillon original, et puis on va d'une façon ou d'une autre combiner les résultats qu'on va avoir obtenus pour chacun de ces échantillons-là. Dans le contexte de la construction d'arbres et dans le contexte de modèles prédictifs de façon plus générale, ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer plein de modèles, donc plein d'arbres, et ce qu'on va faire à partir de plein d'échantillons bootstrap, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger les résultats de chacun de ces arbres-là. Alors, regardons l'algorithme un petit peu plus en détail. Alors, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner avec remise un échantillon des données de taille C. En général, c'est pas toujours le cas, mais en général, la taille de C, en fait, ça va être égal à N, c'est-à-dire le nombre d'observations dans l'échantillon original. Pourquoi on choisit ça? En général, c'est ce qui fonctionne le mieux, là. Donc, on pourrait discuter longuement de la taille de l'échantillon, mais vous pouvez, de façon générale, prendre pour acquis que si on prend un échantillon qui correspond à la taille de notre jeu de données, ça fonctionne assez bien. Il faut noter ici que c'est un échantillon avec remise, c'est un échantillonnage avec remise. Donc, c'est pas parce qu'on prend un échantillon de taille N que chaque observation va se retrouver dans notre échantillon. Il y a des observations qui vont se retrouver plusieurs fois dans notre jeu de données, dans notre échantillon bootstrap, et il y a des observations qui s'y retrouveront pas du tout. Sur le pourquoi de ce type d'échantillonnage-là, là encore une fois, je vais vous inviter à vous intéresser davantage au bootstrap de façon générale et à ses propriétés, mais on va pas le couvrir dans le cadre de ce cours-ci. Alors, on pige un premier échantillon qu'on va appeler notre échantillon bootstrap ici. Alors, à partir de cet échantillon-là, on va construire un modèle prédictif. Un arbre, par exemple. On pourrait construire un arbre avec une approche carte ou avec une approche shade, peu importe.
Alors, on va construire notre arbre, on va obtenir un premier modèle prédictif. Ici, là, vous reconnaissez la formulation mathématique de l'arbre qui est en fait un partitionnement de l'espace. Alors, on va répéter, donc on va construire ce modèle-là, on va faire une prévision pour chacune de nos observations à partir de ce modèle-là. Ensuite, on va répéter l'opération B fois. Donc, B, ici, c'est le nombre d'arbres qu'on va faire. Encore ici, on peut s'interroger longtemps sur le nombre d'arbres requis, mais je vous dirais que quelque part entre 200 et 500 arbres, c'est suffisant. Plus que 500, la plupart du temps, ça vaut pas la peine. Donc, on a construit plein d'arbres. On a calculé une prévision avec chacun de ces arbres-là pour chaque observation. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire la moyenne pour chaque observation. Donc, c'est ce qu'on a ici, la moyenne. Maintenant, si notre variable est nominale, on peut encore, si notre variable est binaire, on peut encore faire une moyenne. Si la variable est nominale, qu'elle a plusieurs catégories, on peut utiliser un vote. Donc, on va choisir la catégorie pour chaque observation. On va prédire la catégorie qui a été choisie par le plus grand nombre d'arbres. Alors, c'est assez simple, tout ça. Hein? On regarde ça, et puis, ça a l'air assez facile. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc, cette section-ci, là, pourquoi ça fonctionne, pourrait aussi s'appeler propriété théorique du bagging. Alors, revenons à ce que je vous ai montré au tout début, là, quand on a commencé à parler de modèles prédictifs. Donc, je vous ai expliqué comment on pouvait décomposer l'espérance de l'erreur quadratique moyenne en 3 termes. On a un premier terme ici qui est la vraie variabilité du phénomène qu'on cherche à expliquer. Donc, c'est un terme d'erreur, c'est la variabilité d'un terme d'erreur qui est irréductible. Donc, qui correspond à la vraie variabilité de notre variable y. On peut pas aller en bas de ça. On n'a généralement pas de contrôle là-dessus. Les deux autres termes, ben, c'est la variance et le biais au carré. Alors, ce qu'on a dit par rapport à ça, c'est que, ben, évidemment, là, si on choisit le bon F, la bonne forme de F, ben, on va être capable de réduire ces deux éléments-là assez facilement. Si on augmente la taille de l'échantillon aussi, on va réduire globalement ces deux termes-là assez facilement aussi. Maintenant, l'autre stratégie, c'est de jouer sur le nombre de paramètres. Alors, si on veut réduire, par exemple, la variance, on pourrait réduire le nombre de paramètres dans notre modèle. Donc, plus il y a de paramètres dans un modèle, de façon générale, plus il y a de variance dans ce modèle-là aussi. Mais si on utilise cette stratégie-là de réduire le nombre de paramètres pour réduire la variance de notre modèle, ben on risque d'augmenter le biais. Donc, c'est souvent ce à quoi on fait référence quand on parle du compromis biais-variance. Donc, ce qui nous fait augmenter la variance fait baisser le biais et vice-versa. Donc, il faut réussir à trouver le meilleur compromis entre les deux, de façon générale. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec la stratégie du bagging en lien avec ça. On va poser quelques petits éléments là, juste pour être sûr de se comprendre comme il faut mathématiquement par la suite, puis simplifier un peu les développements. Donc, on va poser ici Y chapeau, qui est la prédiction qu'on obtient avec un arbre. Et la variance de cette prédiction-là, on va l'appeler sigma carré B. Donc ça, c'est la variance qu'on obtient si on construit un seul arbre. Alors, la variance de notre bagging, donc de notre moyenne de tous ces arbres-là, eh bien, ça va être la variance, en fait, de la moyenne de nos Y chapeaux. Donc, c'est la variance d'une moyenne.
Alors, regardons un peu plus en détail ce qui se passe avec ça. Alors, la variance de notre moyenne. Bon, ici, la tech n'a pas trop aimé que je mette à la fois un chapeau et une barre, là, mais vous comprenez l'idée. C'est que c'est la moyenne de chacun de nos arbres. Donc, le I, ici, il correspond à un arbre en particulier. Alors, la variance d'une moyenne, ben ici, notre B, donc c'est la somme de chacune de nos valeurs divisée par le nombre d'arbres qu'on a. Alors, notre B ici, c'est une constante. On peut très facilement sortir de la variance en le mettant au carré. Alors, on se retrouve ici avec la variance d'une somme de variables aléatoires. Si nos variables aléatoires étaient indépendantes, la variance d'une somme de variables aléatoires, ce serait tout simplement la somme des variances. Malheureusement, mais logiquement, les prédictions qu'on a obtenues avec chacun de nos arbres, ce ne sont pas des variables aléatoires qui sont indépendantes. Évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait un lien entre chacune de nos prévisions parce que ces arbres-là, ils sont construits sur la base des mêmes observations, des mêmes variables, puis on cherche à prédire la même chose. Donc, il faut s'attendre à ce que nos YI ici, ils soient pas indépendants. Donc, ils ont, ces YI-là, une certaine corrélation. Donc, la corrélation entre, par exemple, YI et YJ, on va l'appeler ρ. Nos variables sont corrélées, mais elles sont toutes construites sur sur la base du même modèle. Donc, la corrélation devrait théoriquement être la même entre chacune de nos arbres. Chacune des prédictions de nos arbres. Alors, on va fixer cette corrélation-là à ρ. Alors, la variance d'une somme de variables aléatoires qui sont pas indépendantes, ça se décompose comme ceci, en une portion qui est la somme des variances des YI, à laquelle on va ajouter la covariance entre chacun de nos YI et YJ. Y chapeau I et Y chapeau J. Alors, si on commence par ce morceau-ci, ce terme-ci, la variance de chacun de nos arbres ici, on l'a défini à la diapo précédente, on a dit que c'était égal à sigma carré B. Et on a B fois sigma carré B parce qu'on a B arbres. Donc, voilà pour la variance la somme de variance de nos YI. Maintenant, la somme des covariances, eh bien, on va venir à la prendre ici. Donc, la somme des covariances, ici, là, ce terme-là de covariance, on peut l'écrire comme étant la corrélation entre nos YI et nos YJ multipliée par la variance de nos YI. Alors, pour transformer un peu ce terme-là, il faut juste réaliser qu'on a en fait B carré moins B fois ce terme-là. OK? Parce qu'on calcule en fait chacune de nos covariances entre chacune de nos prévisions. Alors, on obtient cette formule-ci et en la retravaillant un peu, on obtient que la variance de notre bagging, donc de notre moyenne de forêt aléatoire, correspond à cette dernière formule qu'on va analyser un petit peu plus dans la prochaine diapo. Alors, regardons un petit peu plus en détail ce qu'on obtient ici. Alors, c'est la variance de notre modèle basé sur le bagging. Si on le réécrit un peu différemment, là, on obtient ρ plus 1 moins ρ sur B fois
sigma carré B. Sigma carré B, je vous rappelle que c'est la variance d'un arbre. Et ce terme-ci, vous allez voir qu'il est nécessairement entre moins 1 et 1, donc entre 0 et 1 en fait, et vous allez vous rendre compte que nécessairement, en faisant une moyenne de tous nos arbres, même si nos arbres sont corrélés, on se trouve à avoir une variance qui va être inférieure à sigma carré B, parce qu'on multiplie par quelque chose de plus petit que 1. Ce que ça veut dire, ça, c'est que on a réussi sans modifier le biais. Parce que le biais, là, on y a pas touché. C'est toujours le biais d'un arbre qui va toujours être le même. Donc, sans modifier le biais, sans jouer sur la taille des données, sans modifier en modifiant un peu la fonction globalement, on réussit à réduire la variabilité de notre modèle. Donc, globalement, on va réduire notre terme d'erreur en faisant ça. Alors, c'est la beauté de la chose, là. Vous comprenez qu'on est capable, en utilisant le bagging, de jouer sur la variance de notre modèle, donc d'ajouter, en fait, de la complexité un peu à notre modèle, mais sans augmenter la variance, au contraire, en diminuant la variance. Alors, discutons brièvement des caractéristiques du bagging. Évidemment, ça donne quelque chose de plus stable, donc c'est pas très étonnant, là. Le calcul d'une moyenne, c'est toujours plus stable qu'une observation. Donc plus stable, donc moins variable comme modèle, mais évidemment, là, on l'a vu, on a travaillé sur la variabilité de notre modèle. Ça donne aussi de bien meilleures prévisions, évidemment, parce qu'on a vu que la variabilité de notre modèle était en lien avec la mesure de l'erreur. Alors, ça donne des meilleures prévisions. Ici, nécessairement parce qu'on a utilisé les arbres, qui sont une méthode habituellement assez peu stable. La même stratégie pourrait être employée sur d'autres types de modèles qui sont peu stables, comme par exemple les réseaux de neurones. Par contre, apparemment que si on utilise des estimateurs plus stables comme les KNN, la stratégie fonctionne un peu moins bien dans ce contexte-là. Alors, on a quelque chose de plus stable avec des meilleures prévisions et surtout, on a ce qu'on appelle l'échantillon out of bag. Alors, pour l'échantillon out of bag, je vous invite à aller lire la section 15.3.1 de Elements of Statistical Learning. Mais je vais essayer de vous l'expliquer ici sommairement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a construit un arbre, on construit, mettons, le premier arbre dans notre algorithme, on a sélectionné avec remise une partie des observations. Il nous reste une autre partie des observations qui ne sera pas utilisée pour construire l'arbre. Okay? Donc, l'idée ici, là, c'est que on va construire notre arbre, notre premier arbre avec notre échantillon de Bootstrap et on va essayer de faire une prévision sur les données qu'on n'a pas utilisées pour cet arbre-là. On va faire cette prédiction-là, on va la conserver. Puis on va faire la même chose à chaque fois qu'on va construire un arbre. Donc évidemment, d'une fois à l'autre, là, c'est pas les mêmes observations qui vont avoir une prédiction, qui vont recevoir une prédiction, mais on va quand même stocker à chaque fois cette information-là. Donc, la portion de l'échantillon qui n'est pas utilisée pour construire l'arbre, c'est ce qu'on appelle l'échantillon out of bag. Donc, on en a un à chaque fois qu'on construit un arbre. Et à la fin, on peut faire la moyenne des prédictions pour chacun des arbres, pour chacune des observations, finalement. Et là, il faut comprendre que à chaque fois que cette prédiction-là a été faite, elle a été faite à partir d'un modèle pour lequel ces observations-là n'avaient pas été utilisées. Okay? Donc, c'est comme si à chaque fois qu'on faisait un arbre, on avait une sorte d'échantillon de validation qui n'a pas été utilisé pour l'entraînement.
Alors, à la fin, on va faire la moyenne de ces prédictions-là pour obtenir une prédiction moyenne et on va calculer l'erreur là-dessus. Et il se trouve que, et c'est assez joli comme preuve, mais il se trouve que c'est l'estimation de l'erreur qu'on va obtenir en utilisant cette stratégie-là tend à la limite vers l'estimation qu'on obtiendrait avec une validation croisée à n plis. Donc, une validation croisée où il y aurait autant de plis que d'observations dans notre jeu de données. Alors, c'est comme si, ce qui est un avantage là-dedans, c'est que c'est comme si à l'intérieur même du processus de construction de l'arbre, on était capable de faire une stratégie d'estimation de l'erreur qui fonctionne très bien. Et puis le gros avantage de ça, en fait, c'est que ça nous permet de sauver beaucoup de temps. OK? Parce que là, vous comprenez que déjà, là, on est en train de déjà construire un arbre, ça peut être assez long si on a beaucoup de données. Construire plusieurs arbres, 200 arbres, ben ça commence à être un petit peu long. Donc, s'il faut répéter l'opération 5 ou 10 fois pour faire de la validation croisée, ben ça devient un peu lourd. Alors que là, ici, ben à l'intérieur même du processus de construction de l'arbre, on a une certaine forme de mesure d'erreur qui peut se calculer assez facilement. Alors, c'est un bel avantage de ce type de stratégie-là. Pour les inconvénients, ben, il y a 2 hyperparamètres de plus à choisir, donc le nombre d'arbres et la taille de l'échantillon bootstrap. Le nombre d'arbres, on peut y aller quelque part là, entre 200 et 500 de façon générale, mais il n'y a pas je crois pas qu'il y ait des preuves théoriques là, du meilleur nombre d'arbres à choisir. Et puis pour la taille de l'échantillon, ben encore une fois, là, je vous l'ai mentionné précédemment, mais on va prendre en général un échantillon bootstrap de taille N et ça fonctionne assez bien. Ceci dit, on peut faire des tests puis essayer d'améliorer les hyperparamètres là, en utilisant la validation croisée ou en utilisant l'échantillon out of bag, évidemment. Donc, c'est possible de tester ça aussi, de tester différentes valeurs. Deuxième inconvénient, ben ça va commencer à être long si on a un très grand nombre d'arbres et qu'on piche un très grand nombre d'échantillons bootstrap, d'observations dans l'échantillon bootstrap à chaque itération. Mais encore là, je vous dirais que maintenant, avec la puissance de calcul qu'on a avec les ordinateurs, je vous dirais que c'est plus un enjeu très, très, très important, là, sauf si vous avez des données vraiment, vraiment volumineuses. Mais avec des tailles d'échantillons assez raisonnables qui correspondent à ce qu'on retrouve encore très fréquemment dans la plupart des entreprises, vous allez ce sera plus un enjeu majeur là, la longueur ou le temps de calcul. En pratique, vous pourriez utiliser en R la fonction bagging de Adabag. Mais je vais pas vous montrer comment le faire parce que dans la prochaine capsule, je vais vous montrer une stratégie qui est beaucoup plus intéressante que le bagging. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne raison de s'en tenir au bagging quand on peut en fait faire une forêt aléatoire qui sera le thème de la prochaine capsule.